Chers amis du Parti de la France, bienvenue dans cette émission de réponse à vos questions. Tout d'abord, un petit point sur la garde à vue dont j'ai fait l'objet avec d'autres cadres du Parti de la France, Pierre-Nicolas Nups, Maxime Morlon, Thomas Petit et Alexandre Inger. En effet, au tout début octobre, le 2 octobre, le 3 octobre, je ne sais plus exactement, eh bien nous avons été victimes, on va dire des victimes politiques d'une garde à vue suite à l'affichage de notre affiche phare qui a fait tant de bruit, Donnons un avenir aux enfants blancs. Eh bien, figurez-vous que le procureur de Nancy a jugé opportun de répondre à une plainte du maire de Neuve-Maisons, M. Schneider, qui a été traumatisé par cette affiche, bien plus que ses administrés, puisque ces affiches n'ont été arrachées par personne, sûrement lui après coup, mais au bout de 48 heures, il geignait dans la presse en disant que ces affiches avaient choqué sa population, mais ça avait tellement choqué, en gros, que ces affiches n'avaient pas été arrachées. Bref, dans une volonté, on va dire, politique, le parquet de Nancy a décidé d'alerter la brigade de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine. Pas moins, je vous assure que ça s'appelle comme ça. Et donc nous avons été convoqués tous les 5 dans des gendarmeries ou commissariats différents. Enfin, gendarmerie, c'était gendarmerie parce que c'était une enquête de gendarmerie. Et nous avons été reçus par des membres de cette brigade contre la haine et contre les crimes contre l'humanité. Et donc nous avons été mis en garde à vue pas moins de 9 heures. Pourquoi cette garde à vue a été aussi longue? Parce que nous avons usé de notre droit à garder le silence et que nous avons pas souhaité répondre au questionnaire qui était déjà complètement ahurissant, puisque bon, moi-même je n'y ai pas eu droit, d'entrée, j'ai dit que je ne répondrais à aucune question à part mon état civil, mais je sais qu'à certains d'entre nous, il a été donné un certain nombre de questions complètement loufoques qui vont jusqu'à les préférences sexuelles, jusqu'à des choses très personnelles, enfin voilà, un truc genre on dirait quasiment une psychiatrisation à la soviétique, donc on ne sait pas vraiment à quoi ça rimait, mais de toute façon nous n'avons répondu à aucune question, donc il devait sûrement espérer, vu que le dossier est complètement vide, il devait sûrement espérer que nous disions tout et n'importe quoi au cours de cette audition. Eh bien nous n'avons rien dit, et pour l'instant nous n'avons pas entendu parler de poursuite, et il n'y en aura d'ailleurs sûrement pas, nous vous tiendrons au courant, et je crois que c'était juste une intimidation politique, politico-judiciaire, plutôt que de réelles poursuites. Voilà pour le point pour cette garde à vue. Première question donc des auditeurs, qu'est-ce que le Parti de la France pense, qu'est-ce que Thomas Joly pense du nouveau parti de Marion Maréchal, Identité et Liberté? Et écoutez, je n'en pense pas grand-chose. Je pense surtout que Marion Maréchal n'avait pas d'autre choix puisqu'elle n'a pas réintégré officiellement le Rassemblement national. Elle a quitté Reconquête de manière très houleuse, alors que tout s'accélérait lorsqu'il y a eu la dissolution des élections législatives et que Marion Maréchal a essayé d'obtenir une alliance avec le Rassemblement national, avec sa tante et Jordan Bardella. Donc il y a des choses qui ont été faites, qui ont été dites en coulisses que nous ne connaissons pas forcément. Toujours est-il que Marion Maréchal, avec quelques-uns de ses proches, dont certains qu'elle a réussi à faire élire députés, a donc rejoint une coalition d'union nationale, ce qui était une bonne chose électoralement. Toutefois, sa tante a encore sûrement de la rancœur envers elle, et il n'est pas question de la réintégrer au Rassemblement national, et donc elle se retrouve orpheline de structure. Voilà pourquoi elle a décidé de créer cette nouvelle structure. Donc on ne sait pas vraiment si c'est un parti politique, si c'est un satellite du Rassemblement national, ou si c'est même un sas de décontamination pour les anciens de Reconquête afin de rejoindre le Rassemblement national. Mais il est certain que sa marge de manœuvre va être très réduite si l'objectif d'identité et liberté est de soutenir de manière inconditionnelle le Rassemblement national. On ne voit pas trop à quoi ça va servir, ou alors c'est parce que Marine Le Pen ou Jordan Bardella considèrent comme trop sulfureux Marion Maréchal et ses amis, et donc on la laisse un peu sur le côté, et puis on accepte son soutien en lui distribuant des miettes lors des élections. Voilà, je ne sais pas vraiment à quoi ça va aboutir. Toujours est-il que Marion Maréchal, en tout cas, fait toujours de très bonnes analyses politiques, nous les reprend
reprenons d'ailleurs au Parti de la France, quand celles-ci vont dans le sens du Parti de la France, comme d'ailleurs nous reprenons les analyses politiques ou les déclarations qui vont dans le bon sens, qu'elles viennent du Rassemblement national, qu'elles viennent de Reconquête, qu'elles viennent d'Identité et Liberté. Il est certain qu'au niveau électoral, il est nécessaire, si on veut arriver à renverser la table, évidemment que toutes les forces se coalisent, c'est certain, mais encore faut-il qu'il y ait un programme de droite nationale digne de ce nom. C'est vrai que Marion Maréchal, jusqu'alors, a toujours eu un discours relativement clair, tout du moins en politique intérieure. Elle s'est risquée à des soutiens très hasardeux au niveau international, notamment avec une ligne pro-Israël ou pro-ukrainienne quasi hystérique, que nous ne soutenons pas au Parti de la France, mais voilà, toutefois, tout ce qui va dans le bon sens concernant on va dire la droite nationale en France, eh bien le Parti de la France soutiendra ces initiatives. Nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait. Tout ce qui est certain, c'est que l'augmentation des divisions, en particulier électorales, ne va pas donner la victoire. Et donc, dans le même ordre d'idée, quel avenir pour Reconquête? Eh bien, Reconquête, j'ai l'impression, s'est désintégré lors de cette fameuse semaine, c'est quelques jours juste après la dissolution, avec le départ de Marion Maréchal, avec le départ de Nicolas B, de Guillaume Pelletier, de Laurence Trochu, et d'autres, et de bien des cadres, en plus un grand lavage de linge sale sur la place publique n'a pas forcément aidé, et Éric Zemmour est relativement marginalisé. Alors on voit en effet que Reconquête continue, d'ailleurs c'est tout à leur honneur, mais qu'il y a un exode général au sein des militants de Reconquête qui sont un peu dégoûtés par tout cela. Donc nous verrons bien de quoi l'avenir sera fait. Quelquefois il y a des résurrections politiques, mais je crains que Éric Zemmour, en tout cas, a lui laissé passer sa chance lors des dernières élections présidentielles, où il a été particulièrement mal récompensé de son excellente campagne. Alors une autre question, d'ailleurs qui a tout à fait un rapport, que pensez-vous des interventions médiatiques de Sarah Knafo? Effectivement, Sarah Knafo, puisqu'elle est la seule députée européenne de Reconquête, et donc, comme on la voit sur les plateaux télé, et elle fournit des prestations plutôt pas mal, plutôt intéressantes, assez incisives, très à droite, très réactionnaire, un peu à la manière d'Éric Zemmour, et c'est vrai qu'elle amène un certain vent de fraîcheur. C'est vrai que Sarah Knafo était considérée jusqu'alors comme l'âme damnée d'Éric Zemmour, celle qui lui faisait prendre les plus mauvaises décisions. D'ailleurs, c'est ce que nous pensons au Parti de la France, mais toujours est-il qu'elle présente bien, on va dire, qu'elle a un discours intéressant, toujours comme Marion Maréchal, tant qu'elle ne parle pas de politique internationale, où là nous pouvons la suivre sur cette ligne israélienne et sur cette ligne pro-Ukraine. Mais toujours est-il qu'effectivement, elle a fait quelques bonnes prestations récemment. À voir si voilà, elle a un avenir politique ou pas, mais il semble relativement bouché du fait des résultats des dernières élections. Alors, une autre question très large, comment allons-nous récupérer le pays ? Eh bien, soit je vous fais une réponse de 4 heures, soit je vais faire une réponse très rapide. Je vais opter pour la seconde option. Eh bien, nous allons récupérer le pays, sûrement pas en restant des spectateurs du déclin, du spectateur de l'invasion. Il faut devenir des acteurs politiques, il faut s'investir, il faut s'engager, et c'est comme cela qu'avec une minorité déterminée, mais pas une minorité de quelques-uns, une minorité tout de même significative, eh bien, nous parviendrons à réveiller nos compatriotes et nous parviendrons à renverser le cours des choses. Que pense le Parti de la France des idées libertariennes ?
eh bien, bon, ça regroupe beaucoup de choses. C'est-à-dire la liberté, évidemment que nous sommes pour la liberté, évidemment que nous sommes contre toute forme de collectivisme, contre toute forme de marxisme, contre toute forme de communisme, et surtout pour une large liberté d'expression, une large liberté de parole. Ça, évidemment, le Parti de la France est pour de cet État omnipotent, obèse, qui cherche à gérer notre vie du berceau au cercueil. Évidemment, nous sommes contre cet État obèse, providence, omnipotent. Toutefois, nous ne sommes pas non plus pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que, par exemple, parce que voilà, être libertaire, ça peut aussi vous signifier en disant que bon, on est pour la libéralisation de toutes les drogues, et ceux qui veulent en prendre en prennent, ceux qui ne veulent pas en prendre n'en prennent pas, tant pis pour ceux qui en prennent. Bien écoutez, non, ça c'est quelque chose de complètement utopique, de complètement irréaliste. Alors évidemment, oui, pour un État qui s'occupe de ce qui le regarde, seulement de ses fonctions régaliennes, mais non à un État qui ne s'occuperait plus de rien, et en particulier des libertés publiques, de la tranquillité publique, de la sécurité publique. Être pour la liberté, ce n'est pas non plus entraver celles des autres en laissant faire des choses complètement dangereuses ou loufoques. C'est-à-dire que voilà, il faut que l'État préserve une certaine morale publique, une certaine tranquillité publique, peut-être au détriment de liberté de certains. Je donnerai un exemple, par exemple la Gay Pride, cette exhibition lamentable et sexuelle qu'il y a dans nos rues depuis un certain nombre d'années, qui prend des proportions gigantesques. Eh bien, nous estimons au Parti de la France que les Gay Pride devront être interdites en France. Ce sont des exhibitions sexuelles sur la voie publique. Eh bien, même si nous sommes pour la liberté des mœurs, c'est-à-dire que voilà, si les gens sont homosexuels, eh bien qu'ils assouvissent leur pulsion sexuelle comme ils le veulent, mais pas sur la voie publique, pas de manière exhibitionniste comme peut l'être la Gay Pride. Que pensez-vous ah oui, non, ça j'ai déjà répondu. Pensez-vous que la France doit rester blanche à 100% ou que quelques assimilés peuvent en faire partie? Je vais répondre rapidement parce que j'ai déjà répondu à cette question dans des émissions précédentes. Nous ne sommes pas les absolutistes, des puristes, des purs et durs qui vont dire oui, la France doit rester blanche à 100% et si vous acceptez un seul extra-européen, c'est que vous êtes des traîtres à la race. Bon, voilà, on en connaît tous des tocards comme ça qui vont vous jouer les puristes de la race, ce genre de choses, mais qui au bout du compte ne font rien parce que tout le monde, on est tous des traîtres et puis parce que on accepterait un carteron d'antillais alors qu'on est forcément des traîtres à la race. Bon, ça suffit, c'est donneur de leçons, c'était de pseudo-radicalité d'internet ou de je ne sais quoi, de comptoir. Eh bien oui, évidemment, il peut y avoir des extra-européens qui s'assimilent à la population française, comme ça s'est fait au cours du XXe siècle, mais de manière très marginale. Voilà, c'était une assimilation des populations extra-européennes, c'est-à-dire des gens qui viennent avec une culture, une religion, une origine différente, eh bien, forcément, ont beaucoup plus de mal à s'assimiler que des populations européennes, blanches européennes et chrétiennes. Évidemment, ça tombe sous le sens, et que quelques éléments marginaux peuvent s'intégrer, peuvent même s'assimiler à la communauté française, mais ça ne peut se faire que de manière très réduite, comme ça pouvait l'être au début du XXe siècle en France métropolitaine. Voilà, en arrivant à ce type d'immigration ne posera pas de problème. Je dirais même jusque dans les années 50 et 60, eh bien, l'immigration extra-européenne ne posait pas de problème. Pourquoi? Parce qu'elle était quasi inexistante ou très réduite. Voilà, tout est une question de nombre. Alors oui, forcément, il peut y avoir des personnes extra-européennes qui se sont assimilées
quelquefois en une ou deux générations, qui ont épousé le mode de vie français, eh bien, à partir de là, évidemment, ça ne pose pas de problème, mais je ne pense pas que l'État doive légiférer en fonction de minorités ou de personnes qui pourraient peut-être s'assimiler. Non, ça doit se faire de manière naturelle, dans une démarche personnelle et volontaire, et ce n'est pas à l'État de prendre en charge l'assimilation des populations extra-européennes qui pourraient décider de venir en France ou qui sont en France. C'est à eux de faire l'effort de devenir des Français ou tout du moins de se comporter comme des Français. Comment remplacer les immigrés qui occupent des postes peu qualifiés en France si on entreprend la remigration? Alors, oui, évidemment, on va vous dire que tous les immigrés ne sont pas au chômage, tous les immigrés ne sont pas dans l'assistanat social, et qu'il y en a qui travaillent et qui, selon la légende, occupent des emplois que les Français ne veulent plus effectuer. Ce qui est totalement faux. C'est-à-dire qu'en fait, Éric Zemmour l'avait très bien expliqué, si en Île-de-France, on retrouve dans tous les métiers soi-disant dégradants, soi-disant difficiles, mal payés, des extra-européens, c'est parce qu'en fait, il n'y a plus de classe populaire blanche. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour les faire. Les classes populaires blanches ont été chassées de la banlieue parisienne. Et ils n'y sont plus. Il n'y a plus que des extra-européens. Alors forcément, on ne retrouve que des extra-européens dans ces corps de métier. Mais si vous allez dans des zones en France où l'immigration extra-européenne n'est pas majoritaire, eh bien dans ces corps de métier, qu'est-ce qu'on retrouve? Des Français de souche. Donc ça n'a pas de sens de dire que ce sont les étrangers qui font des boulots que les Français ne veulent pas effectuer. Non, c'est juste une question de sociologie de la population qui aboutit à cela. Et je ne me fais pas de soucis pour le fait qu'on trouvera des Français pour occuper ces tâches. Pourquoi? Parce que l'assistanat social, ce sera terminé. C'est-à-dire que les cassos français de souche qui profitent de l'assistanat social, eh bien, ils seront obligés de travailler pour avoir un salaire. Ils n'auront plus une accumulation d'aides de l'État pour rester oisifs. Ce qui est le cas pour un certain nombre d'immigrés est aussi le cas pour un certain nombre de Français de souche. Eh bien, tout homme ou toute femme qui n'est pas mère au foyer, qui est en âge de travailler et qui n'a aucune raison de rester vautré dans son canapé toute la journée, eh bien sera obligé de travailler pour remplir le frigo. Et croyez-moi, il y aura donc des candidats pour tous ces métiers peu qualifiés, tous ces métiers que certains de manière très dédaigneuse, estiment dégradants. Suis-je déçu par le faible niveau d'opposition du Rassemblement à l'Assemblée nationale? Alors, je l'étais jusqu'alors, mais là, disons, le rôle du Rassemblement national a pris une autre dimension. Alors, c'est certains qui sont sur une ligne très lisse, très fade, et que leur objectif principal semble être de dire regardez comme nous sommes normaux, regardez comme nous nous intégrons bien dans les rouages républicains, voilà, vous allez pouvoir voter pour nous, nous ne sommes pas les fascistes et les nazis que vous décrivez, regardez, voilà, nous ne sommes pas racistes, nous ne sommes pas racistes, nous ne sommes pas racistes, nous ne sommes pas antisémites, voilà, on dirait, c'est en boucle, c'est insupportable de servir de paillasson à ses adversaires politiques et à la presse de gauche. Nous sommes d'accord. Mais là, le Rassemblement national est rentré dans un autre rôle, puisque, on ne peut pas dire qu'ils font la pluie et le beau temps, mais quand même. C'est-à-dire que Michel Barnier, le gouvernement de Michel Barnier, et son poste de Premier ministre, cela ne tient que grâce au Rassemblement national, grâce à la bienveillance, on va dire à la neutralité du Rassemblement national qui, jusqu'alors, n'a pas voté de motion de censure avec d'autres députés, d'autres rangs, pour renverser ce gouvernement. Donc, ce qui permet d'avoir un moyen de pression sur ce gouvernement et d'éviter peut-être le pire aux Français. Et je pense que c'est une bonne stratégie
une bonne technique pour éviter le pire à nos compatriotes, pour pouvoir faire pression. Donc on va voir au niveau du budget de ce qui pourra être obtenu, puisque là actuellement il y a une multitude d'amendements qui sont votés en commission, mais qui ne seront peut-être pas dans le texte final qui sera voté peut-être par le 49.3. Bref, nous verrons ce que le Rassemblement national aura pu obtenir et aura pu peut-être éviter aux Français, puisque là nous sommes dans le délire concernant le matraquage fiscal. Les députés rivalisent d'ingéniosité pour trouver de nouvelles taxes, pour taxer encore plus les Français. Ça, on voit qu'ils ont une imagination absolument débordante. En revanche, à aucun moment, ils ne parlent de réduire les dépenses liées à l'immigration, comme on peut le voir, les dépenses liées à la sacro-sainte transition énergétique, eh bien, on verra ce qu'il en découle. Mais ce qui serait intéressant, c'est que le Rassemblement national réussisse à obtenir du gouvernement un budget où les Français soient épargnés. Donc on verra à l'issue du vote du budget, c'est ce qu'il en est au bout du compte. Qui trouve grâce à mes yeux au Rassemblement national. Alors c'est sûr que purge après purge, il n'y a plus beaucoup de personnes qui ressembleraient à un cadre du Parti de la France au Rassemblement national. Mais d'un point de vue stratégique, je vous le dis aujourd'hui, je pense que la seule personne qui puisse l'emporter en 2027, ce n'est pas Marine Le Pen, c'est Jordan Bardella. Pourquoi Jordan Bardella? Non pas par rapport à un discours offensif, mais par rapport au fait qu'il représente la jeunesse, il représente l'attrait de la nouveauté. C'est très important aujourd'hui en politique. Et il ne faut pas oublier que les gens, il y a une usure qui se fait à force de voir les gens depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans à la télé. Il y a une usure qui se fait auprès de l'électorat qui ne voit plus le moindre renouveau avec des gens comme Marine Le Pen. Malheureusement, Marine Le Pen, tout le monde la connaît. Marine Le Pen s'est déjà présentée 3 fois à l'élection présidentielle. Elle en sera à sa quatrième élection. Et c'est pour moi celle de trop, en particulier maintenant il y a une possibilité de l'emporter, qu'il y a un électorat qui est suffisamment lucide pour peut-être donner au Rassemblement national, tout du moins à son candidat de rassemblement, plus de 50% des suffrages. Et je pense que celui qui serait capable d'y parvenir, ce serait Jordan Bardella. De toute manière, il suffit d'être un petit peu sur le terrain pour s'apercevoir que Jordan Bardella est plus populaire que Marine Le Pen. Clairement, pas seulement auprès de la jeunesse, mais Jordan Bardella passe très bien, tant auprès des jeunes qu'auprès des actifs, qu'auprès aussi d'un certain nombre de retraités, ce qui est relativement nouveau, puisque jusqu'alors les retraités ne juraient que par Emmanuel Macron. Donc je pense que stratégiquement, je ne parle pas politiquement ou humainement, mais stratégiquement, Jordan Bardella représente le meilleur espoir pour le camp national, pour l'emporter lors de l'élection présidentielle. Et que ce serait une grave erreur, une erreur politique historique, que Marine Le Pen se présente encore une nouvelle fois pour refaire exactement le même score, ou même un peu plus, mais on sent bien que Marine Le Pen, je ne pense pas que c'est le problème, ce soit son nom, je pense que le problème c'est de l'usure politique et de la femme politique qu'elle représente, puisque elle a un côté vieillot, un côté usé, qui ne rentre plus, je pense, dans le champ politique de 2024. Et bon, après, on peut le regretter, on peut se dire, bah oui, mais en politique, ce qui est important, ce sont les idées, ce sont la constance, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est une sorte d'usure politique. D'ailleurs, je vais rebondir sur une question qui m'était posée un peu plus loin, qui me demandait quelle était l'explication de la campagne présidentielle ratée du Front National en 2007. Eh bien, il y a une partie de la réponse qui est aussi dans l'usure politique de Jean-Marie Le Pen. Il en était, je crois, à sa 5e élection présidentielle et il était le seul sortant de 2002. Il était le seul sortant de 2002, il avait 78 ans.
même si beaucoup de gens étaient d'accord avec lui, eh bien, il avait ce côté voilà, qui était passé. Je pense que c'était sûrement une erreur de s'être présenté en 2007 et que peut-être que Marine Le Pen, avec, avec le programme de son père, avec les idées de son père, avec le programme de 2002, aurait sûrement fait un bien meilleur score que Jean-Marie Le Pen, qui avait fait un score très décevant de 11%, puisque les Français ont préféré la copie à l'original, puisque, souvenez-vous, Nicolas Sarkozy, en 2007, avait fait une campagne très à droite, pendant que Jean-Marie Le Pen se recentrait sur les conseils désastreux de sa fille et de M. Alain Soral, qui ont essayé de gauchiser sa campagne, qui ont essayé de faire, en gros, la campagne que Jean-Marie Le Pen n'a pas pu faire à l'entre-deux tours en 2002, pendant la quinzaine de la haine. Et donc, ils ont essayé, en gros, tout le monde disait Jean-Marie Le Pen sera au deuxième tour comme en 2002. Et donc, en fait, il a fait au premier tour de la campagne de 2007 une campagne de rassemblement de deuxième tour, complètement hasardeuse, en allant sur la dalle d'Argenteuil, en allant à Valmy, sur les conseils d'Alain Soral, enfin bref, que de la merde, qui a donné un score complètement pourri. Mais il y avait plusieurs explications. L'âge du capitaine et la campagne complètement idéologique, politique, complètement ratée. Donc voilà pourquoi je disais qu'il y avait une analogie dans le sens où je pense que l'élection de 2027 pour Marine Le Pen sera l'élection de trop. Donc voilà, Jordan Bardella est pour moi le mieux placé. Alors d'ici là, il peut se passer beaucoup d'autres choses en politique. Il n'y a pas que l'élection présidentielle qui compte. On a pu le voir avec les élections législatives. Et on aura peut-être d'ici là une crise de régime qui aboutira peut-être à un nouveau régime, une nouvelle constitution, voilà, un nouveau moyen de fonctionner pour l'État et les institutions. Nous n'en savons rien. Toujours est-il que j'ai pu m'apercevoir, en tout cas sur le terrain, parce qu'au Parti de la France, on n'est pas que derrière les réseaux sociaux, on est sur le terrain, on rencontre les gens, que Jordan Bardella avait une bien meilleure opinion chez les gens, en tout cas dans l'électorat RN, que Marine Le Pen. Alors, que pense le Parti de la France de la visite d'Emmanuel Macron au Maroc ? Alors Bruno Hiroux a fait un très bon article là-dessus que je vous invite à lire sur son blog et qu'on a relayé sur nos réseaux sociaux. Il y a eu différentes réactions. C'est sûr qu'on peut être qu'affligé. C'est-à-dire que c'est quand on a vu la troupe qu'il a emmenée avec lui, avec en point d'orgue M. Bellatar en survêtement, une sorte d'islamiste qui avait un peu disparu du circuit et que Emmanuel Macron a pris dans ses bagages. Donc voilà, il y avait Gérard Darmon, il y avait Bernard Montiel, enfin voilà, évidemment au Maroc, enfin, sur la scène internationale, M. Macron nous ridiculise, tant ne serait-ce que par les gens qui l'accompagnent, parce qu'il y avait aussi M. Bernard-Henri Lévy, Ariel Dombal, enfin voilà, on serait cru au Festival de Cannes, ou au dîner du CRIF, bon bref, on ne comprend pas trop où on veut en venir Emmanuel Macron à être accompagné de ce genre de personnes, et par rapport à ce qu'il dit aussi. En fait, Emmanuel Macron a ce gros problème, c'est que, comme s'il était en campagne électorale, en particulier à l'étranger, où qu'il soit d'ailleurs, il essaie de faire plaisir aux gens qu'il voit et que les gens, de dire ce que les gens ont envie d'entendre, quel que soit, sans penser une seule seconde aux intérêts de la France. C'est juste, voilà, Emmanuel Macron veut se faire bien voir de ses interlocuteurs, des gens Donc là, il a quand même déclaré que la conquête islamique de l'Espagne était en gros quelque chose, un moment d'échange culturel. Voilà, c'est ce qu'a osé dire monsieur Macron, comme il avait été dire en Algérie que la colonisation était un crime contre l'humanité. Donc voilà, il veut se faire apprécier. Alors, vous pensez bien qu'évidemment tout le monde va applaudir, mais à aucun moment il ne pense aux intérêts français. Donc il se comporte comme une véritable serpillière, un véritable paillasson sur lesquels peuvent s'essuyer les pieds l'ensemble des pays, des chefs d'État. Donc bien au contraire,
il nous ridiculise sur la scène internationale. C'est-à-dire que la France, en disant mais regardez ce président, il est venu à applaudir, voilà, on leur crache dessus et il en redemande et il va dans notre sens. Donc voilà, ce qu'il lui pense arriver à obtenir, on va dire, le respect des chefs d'État étrangers, des pays étrangers, en fait, il obtient tout à fait l'inverse par son comportement complètement incohérent. Quelqu'un me demande pourquoi Pierre-Nicolas Lupes se fait plus discret dans les émissions du Parti de la France, au sein du Parti de la France. Alors, il ne se fait pas tellement plus discret. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais il y a peut-être des problèmes judiciaires qui l'empêchent d'apparaître autant que d'habitude, mais ne vous inquiétez pas, Pierre-Nicolas Lupes fait partie toujours des compagnons de route du Parti de la France et vous ne manquerez pas de le retrouver lors d'une prochaine émission, mais je sais qu'il y a sur son agenda judiciaire quelque chose qui l'empêche peut-être pour l'instant de trop se mettre en avant, donc il vous en fera part ou pas prochainement, mais évidemment il n'y a aucun problème avec l'ami Lupes que je félicite encore une fois d'avoir fait aux dernières élections législatives le score tout à fait honorable de plus de 10% des suffrages, chose qu'aucun candidat reconquête n'a pu faire lors de cette même élection sur des centaines de circonscriptions. Alors, on reparle d'Emmanuel Macron et du conflit israélo-palestinien avec ses prises de position contradictoires. Comme je vous le disais pour le Maroc, effectivement, Emmanuel Macron essaye de faire plaisir à tout le monde. Et souvent, quand on essaye de faire cela, eh bien, on arrive à fâcher tout le monde. Là, on a vu qu'il a fâché les Israéliens quand il a parlé de ne plus leur fournir d'armes, pour revenir plus ou moins après sur ses propos. Mais voilà, immédiatement, voilà, vous savez comment sont les fanatiques pro-israéliens, c'est-à-dire que dès qu'on n'est plus à plat ventre devant eux, on se fait quasiment traiter de nazis et d'antisémites. Mais pour Emmanuel Macron, ça n'a pas loupé. Il y a eu à peu près le même type de réaction épidermique, agressive à son encontre, parce qu'il n'était pas complètement aligné sur la politique guerrière et sanglante du gouvernement israélien. Et à l'inverse, les pro-palestiniens hystériques reprochent à Emmanuel Macron son sionisme, son alignement sur Israël. Voilà pourquoi un chef d'État raisonnable n'aurait pas pris parti de manière aussi partisane dans ce conflit où il n'y a que des coups à prendre et où, à part proposer des solutions de paix, il n'y a pas du tout d'intérêt pour la France et les Français de s'ingérer dans ce conflit et de soutenir un camp plutôt qu'un autre. C'est en tout cas la position du Parti de la France. Le Parti de la France est peu invité dans les émissions patriotes, on va dire de la mouvance au sens large. Alors, on a déjà répondu à cette question dernièrement. Ne comptez pas sur moi pour contacter ces chaînes alternatives, dissidentes, patriotes, moi-même en leur disant il faudrait m'inviter. Non, j'ai un peu de dignité et je ne ferai pas le mendiant. Donc soit on m'invite, je réponds à toutes les invitations, ou soit si on ne m'invite pas, eh bien je ne vais pas aller quémander. Alors si des militants veulent aller demander dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, sur certaines émissions, eh bien qu'ils le fassent. Mais c'est sûrement pas ni moi ni les cadres du Parti de la France qui allons le faire. Évidemment, nous répondons à toutes sortes d'invitations. Je pense que le côté sulfureux du Parti de la France vient du fait que nous ne mettons pas de côté la question ethnique, la question, disons-le, raciale. Et ça, forcément, ça ne s'est pas bousculé pour nous soutenir lorsque nous avons été montrés du doigt au moment de la médiatisation de notre affiche « Donnons un avenir aux enfants blancs ». Et je crois que même au sein du camp national, eh bien, il y a une sorte
voilà, de barrières, de fractures. C'est à partir du moment où des gens affirment haut et fort que la France doit être majoritairement blanche, et que la France est un pays blanc, européen et chrétien. Voilà, je sais que à part ce discours-là, ça peut paraître étonnant, mais beaucoup n'ont pas envie que ce discours soit affiché dans leurs médias. C'est une sorte de, on va dire, pas de fracture politique, mais de barrière politique qui fait qu'à mon avis, voilà pourquoi le Parti de la France n'est pas forcément invité souvent dans les émissions de médias dits amis. Je pense que c'est voilà, l'un des points qui empêche ce type d'invitation. Bon, enfin, nous verrons, voilà. Puis après, nous avons aussi nos possibilités de nous exprimer. Et je vous invite à diffuser cette émission et les forums du Parti de la France et les entretiens du Parti de la France. Nous essayons de produire, sachez que nous sommes tous des bénévoles, nous essayons de produire régulièrement au moins 1 ou 2 émissions par semaine, de telle façon à ce que les gens qui suivent avec intérêt le Parti de la France aient des choses à regarder et aussi à diffuser au plus grand nombre pour que notre message touche un maximum de Français. Autre question, faut-il réindustrialiser la France? Donc dans la question était dit aussi puisque voilà, réindustrialiser, ça voudrait dire risquer de nouveau une certaine pollution et que ça n'irait pas forcément ce serait pas forcément en accord avec la transition énergétique, avec les normes environnementales, avec en fait ce que je pourrais appeler l'escrologie. Et bien évidemment, il ne faut pas réindustrialiser avec des usines qui vont polluer, mais il faut savoir qu'en France et en Europe, il y a quand même des progrès qui ont été faits, et c'est justement par le progrès et non par la décroissance que nous arriverons à produire de manière, on pourrait dire propre, mais qu'il faut que ces usines, que ces industries soient en France. Oui, voilà, on en parlait des métiers dits peu qualifiés, même si maintenant, en industrie, presque tous les métiers sont qualifiés, puisque c'est terminé, on n'est pas, c'est plus les temps modernes avec Charlot, avec un plateau qui passe et on donne un coup de clé sur un boulon, et puis on recommence indéfiniment toute la journée. On n'en est plus là, puisqu'il faut une certaine spécialisation industrielle dans tous les corps de métier, mais il faut retrouver les usines, et les emplois, et surtout le savoir-faire, puisqu'en ayant désindustrialisé la France au cours des dernières décennies, eh bien nous avons perdu tout cela. Et je pense qu'il est possible et souhaitable de réindustrialiser notre pays, mais pas en faisant n'importe quoi, pas en installant des usines ultra polluantes, en bétonnant des immenses zones industrielles. Non, je pense qu'il y a moyen de pouvoir produire français en France et en finir avec une mondialisation parfois complètement inepte, puisque le coût de transport est quelquefois supérieur au coût du produit. Donc je pense qu'en réduisant aussi les charges qui pèsent sur le travail, sur les actifs, eh bien nous pourrions tout à fait produire en France de manière compétitive. Il est certain qu'aujourd'hui, dans notre pays néo-marxiste, néo-communiste, le coût du travail est tel qu'on voit mal comment la France pourrait se réindustrialiser, puisque tout le monde en parle, de tous les bords politiques, peut-être pas les écolos gauchistes, mais en tout cas, partout, on dit qu'il faut réindustrialiser la France. En attendant, ça ne se fait pas. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que notre système économique et fiscal est complètement incapacitant pour relancer l'industrie en France. Tant qu'il n'y aura pas un changement radical, un changement libéral dans le bon sens du terme, eh bien, nous ne pourrons pas réindustrialiser notre pays. On me parle de la nécessité de valoriser le patrimoine culturel dans l'enseignement et de sensibiliser les plus jeunes
à la richesse de notre culture, et ne serait-ce que par l'intermédiaire du patrimoine, afin qu'ils sachent qui ils sont, d'où ils viennent, et bien je suis tout à fait favorable à cela. Et ça pourrait remplacer les cours de bourrage de crâne, les cours d'éducation civique, et ça pourrait être lié aussi aux cours d'histoire, des cours d'histoire qui mettent en valeur notre pays, les héros de notre pays, la construction, la fondation, les pères fondateurs de notre pays, plutôt que des cours d'histoire qui systématiquement explique par le prisme d'une vision gauchiste, anticolonialiste, anticatholique, explique que les Français ont toujours été des salauds tout au long des siècles, et qui donne en fait, qui fait dans l'ethnomasochisme permanent. Eh bien, je pense que oui, il faudra revoir tous ces programmes, y inclure aussi la promotion de notre patrimoine historique, culturel, architectural, environnemental. Je pense que oui, il faut réapprendre aux Français à aimer leur pays. Alors, on me parle aussi de la nécessité de renforcer les lois contre la maltraitance animale, tout en conservant nos traditions comme la chasse ou la corrida. Alors, je ne rentrerai pas dans ces débats, mais évidemment que le Parti de la France est favorable à ce que la cause animale soit une cause nationale, dans le sens où un pays civilisé ne maltraite pas les animaux. D'une part, concernant les animaux domestiques, bien sûr, je pense qu'il faudrait des peines dissuasives pour toute personne qui maltraiterait un animal domestique, mais on peut aussi parler au sens plus large des animaux de boucherie. Des animaux de boucherie qui subissent dans leur majorité maintenant un abattage rituel qui est particulièrement cruel et douloureux pour ces animaux. Donc je sais qu'il y a beaucoup de progrès à faire, mais déjà le premier serait d'interdire l'abattage rituel dans les abattoirs français, sur le territoire français. Ce n'est pas notre culture, ça n'a rien à voir avec l'identité française que d'abattre les animaux de cette façon. Eh bien oui, le Parti de la France interdira l'abattage rituel partout en France, et interdira même l'importation de viande qui serait issue de l'abattage halal ou kasher. Mais c'est certain que on reconnaît une civilisation avancée à la façon dont elle traite les animaux. C'est quelque chose que l'on a vu, qu'on a pu voir de tout temps. Le Parti de la France est-il favorable au retour du bagne? Eh bien, écoutez, oui. Le bagne avait pour objectif d'éloigner de métropole les éléments les plus nuisibles, les criminels les plus endurcis, et c'était une idée tout à fait louable et intéressante, c'est-à-dire de séparer de la population des gens qui mettaient en danger la sécurité des honnêtes gens. Mais il faut savoir qu'à l'époque, les criminels et délinquants étaient des Français de souche. Aujourd'hui, dans leur immense majorité, il ne s'agit plus de Français de souche. Alors créer un bagne pour éloigner les criminels, pourquoi pas, on pourrait le remettre en Guyane, voilà, des conditions particulièrement difficiles aussi, mais je pense qu'en mettant en place la remigration de l'ensemble des délinquants et criminels étrangers, en pratiquant la déchéance de nationalité des gens des binationaux, qui ont la double nationalité, mais qui ont un comportement délictueux
ou criminels, eh bien, ces gens-là, on s'en débarrassera non pas en les envoyant au bagne, mais en leur envoyant dans leur pays d'origine. On peut les mettre au bagne pendant un certain nombre d'années, pendant qu'on leur fera purger leur peine, et les renvoyer chez eux, mais il ne sera pas question de juste les éloigner de France. C'est-à-dire tout étranger qui est délinquant ou qui a un comportement de délinquant ou de criminel dans notre pays doit, à l'issue de sa peine, être expulsé définitivement du territoire. Donc il y aurait forcément l'utilité d'un bagne à partir du moment où nous serons débarrassés de la pègre étrangère, mais en aura-t-on encore véritablement besoin? Imaginez aujourd'hui une France sans délinquants et criminels étrangers. Vous allez me dire, il ne va pas rester grand monde au niveau... Bon, après, la nature horreur du vide, forcément, il y aura, ça on le voit dans toute société, des Français de souche qui prendront leur place, mais pas de manière aussi massive, pas de manière aussi systémique. Donc, c'est certain que le bagne est une option intéressante, mais que le bagne ne doit pas se réduire à juste éloigner les criminels, mais il faut aussi que ceux qui ne sont pas français dégagent de notre pays. Alors même après 30 ans de bagne à Cayenne, eh bien, il faudra qu'ils retournent d'où ils viennent, d'où leurs ancêtres viennent, mais en tout cas, ils auront fait la preuve par leur comportement qu'ils n'ont rien à faire chez nous et qu'ils représentent un danger pour notre pays. Quelqu'un me propose de multiplier les réels des vidéos courtes à tendance humoristique pour faire connaître le Parti de la France. Alors effectivement, nous en faisons de temps en temps. Je sais que ça a souvent beaucoup de succès, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, ce genre de choses. Mais il faut aussi comprendre que ces petites vidéos humoristiques doivent rester relativement peu nombreuses, dans le sens où nous ne sommes pas des amuseurs publics. Le but de faire ces vidéos, c'est d'amener les gens vers les propositions politiques du Parti de la France. Oui, nous sommes des bons vivants, oui, nous aimons bien rigoler, mais nous avons des propositions sérieuses pour gérer le pays. Voilà, donc il ne s'agit pas de multiplier les vidéos rigolotes où on va dire « Ah, regardez, il y a Thomas Joly, regardez, il a fait voir les couilles d'un taureau, regardez Thomas Joly, il est dans la rue, il rigole, il a bu un coup... » Bon, voilà, non mais... C'est bien une fois de temps en temps pour faire passer un message politique d'une manière différente, mais on n'est pas là non plus pour être les clowns de service, pour s'adapter au niveau TikTok, au niveau, un niveau politique qui est de plus en plus de consommateurs, où on est là pour ricaner, mais pas spécialement pour s'engager ou pour réfléchir sur la situation politique. Donc voilà, il faut savoir doser, il faut savoir... il faut avoir un entre-deux. Donc je prends en compte la proposition qui est faite, mais n'attendez pas du Parti de la France qu'il devienne un parti politique humoristique où nous on prendrait tous les sujets à la légère et qu'on rigolerait de tout le temps. Non, nous n'avons pas de tabou politique, nous n'avons pas voilà, nous ne considérons pas être comme des gens chiants qui vont faire des leçons de perles à la morale en permanence ou ce genre de choses, mais voilà, nous ne sommes pas non plus des clowns. On me parle de nouveau de l'implantation du Parti de la France en PACA. Alors oui, effectivement, c'est à l'étude. J'ai parlé, ça fait déjà plusieurs mois que je parle d'une réunion qui doit se faire. Alors sachez que ce n'est pas forcément évident parce que je suis un bénévole, j'ai un métier à côté de mon engagement politique, les autres cadres du Parti de la France aussi, et il faut que nous arrivions à caler ce type de déplacement, à l'organiser, et donc sachez qu'il va y en avoir un certain nombre donc, dans les mois à venir, et que moi-même et les cadres du Parti de la France, comme Bruno Hérault et Alexandre Simoneau, vont aller à la rencontre de nos adhérents, nos sympathisants dans les régions, et donc je ne sais pas si c'est moi qui irai en PACA ou si ce sera un autre cadre, mais nous allons y faire quelque chose, parce qu'effectivement, ça fait un certain temps que nous nous demandons d'organiser une réunion et de restructurer des équipes militantes là-bas.
Alors on me parle du conflit au Moyen-Orient qui aurait deux blocs. D'un côté un bloc Israël, États-Unis et les esclaves serviles de l'OTAN, et de l'autre côté Russie, Chine, Iran et peut-être les membres du BRICS. Effectivement, ça peut être un risque. Et en fait, ça peut être le risque de systématiquement se positionner par rapport au conflit israélo-palestinien, par rapport à Israël, soit s'en sentir les obligés, ou soit se sentir, on va dire, d'une communauté de destin avec les Palestiniens. Le Parti de la France est pour une stricte neutralité dans ce conflit, même si ça ne nous empêche pas de condamner les exactions des uns et des autres et d'espérer une solution de paix qui permette une plus grande stabilité mondiale. On me parle du livre de Bernard Germain sur la sortie de l'Union européenne. Alors non, on me demande si je l'ai lu. Non, je ne l'ai pas lu. Donc je ne pourrais pas en parler. Et je l'ai déjà dit maintes fois que le Parti de la France n'estimait pas qu'une sortie de l'Union européenne était une priorité, dans le sens où qu'à partir du moment où on ne change pas de politique au niveau national, on ne change pas de gouvernant, comme on a pu le voir en Grande-Bretagne, eh bien, ça ne change strictement rien pour le pays et pour le peuple. Il faut un changement radical, et il faut que l'intérêt des nations et des peuples soit mis en avant, et que ce soit au sein de l'Union européenne ou au sein des États, ou au sein de la scène internationale. C'est-à-dire que l'Union européenne n'est qu'un outil, et que des peuples souverains, des nations souveraines qui n'ont pour objectif que l'intérêt de leurs concitoyens, eh bien, pourront faire de l'Union européenne ce qu'ils voudront. Ce n'est pas une entité propre, autonome, qui a des moyens de coercition. C'est-à-dire que tous les chefs d'État qui se couchent devant les directives européennes ou les menaces de la Commission européenne, de Madame von der Leyen, eh bien, le font de manière volontaire. Voilà, c'est comme une relation sadomasochiste, c'est-à-dire qu'on sait qu'on peut arrêter à tout moment, mais parce que ça nous plaît de servir d'esclaves, eh bien, on continue de le faire. C'est une volonté idéologique, mais ce n'est pas une question d'institution. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire sur la question. Donc là, actuellement, sortir seul de manière isolée de l'Union européenne n'avancerait à rien, honnêtement, politiquement, ou pour le bien-être de nos compatriotes. Allez-vous lire les livres de Jordan Bardella et de Philippe de Villiers? Alors Jordan Bardella, je ne sais pas si je le lirai, je ne sais pas certain que j'apprendrai grand-chose, mais bon, c'est toujours bien qu'il sorte un livre. Si ça peut aider pour sa candidature à l'élection présidentielle en 2027, eh bien pourquoi pas. Souvent c'est ce que les gens font à 2-3 ans d'une élection, on sort un livre. Alors je ne sais pas ce que Jordan Bardella nous racontait, nous verrons bien, mais connaissant le personnage, je doute qu'il y ait beaucoup de passages sulfureux ou détonnants. Quant à celui de Monsieur de Villiers, alors Monsieur de Villiers, je sais que voilà, il a souvent le verbe haut, le mot juste, la plume acérée, mais que tout au long de sa carrière politique, il n'a fait que décevoir les Français. Une question sur la possibilité qu'il y ait 3 jours de carence désormais pour les membres de la fonction publique au lieu d'un actuellement en cas de maladie. Je ne pense pas que tirer vers le bas, alors je ne dis pas ça parce que je suis moi-même fonctionnaire, mais je ne pense pas que de dire que ce soit une excellente idée de se dire, bah tiens, puisque dans le privé c'est 3 jours de carence, on va faire la même chose pour les fonctionnaires, c'est-à-dire en fait de tirer vers le bas. D'une part parce que il y a déjà des gens qui 3 jours de carence, c'est tout de même énorme, 3 jours de salaire en moins, et que c'est pas véritablement le problème. Le problème, ce sont des
des absences, on va dire, de l'absentéisme de complaisance, de confort, et c'est souvent, en gros, toujours les mêmes, que ce soit au sein de la fonction publique ou même dans le privé. On sait très bien que ce sont souvent les mêmes qui sont absents pour un oui, pour un non, des jours et des jours durant. Alors peut-être qu'une prime d'assiduité serait intéressante dans la fonction publique. C'est-à-dire que voilà, plutôt que de tirer vers le bas des salaires qui sont déjà très bas, puisque bon voilà, en plus d'être malade, c'est-à-dire la double peine, en plus d'être malade, on va vous retirer 3 jours quand vous serez malade. D'ailleurs, et je trouve ça aussi dommageable dans le privé, sachant qu'aussi que dans le privé, il y a un certain nombre de boîtes qui n'appliquent pas ces 3 jours de carence. Il y a des accords de branche qui font que les 3 jours de carence ne sont pas appliqués dans pas mal quand même dans le privé, ça se fait quand même beaucoup. Donc on ne peut pas dire non plus dans le privé, c'est toujours 3 jours de carence. Ensuite, voilà, dans le public, je pense qu'une prime à l'assiduité serait plus intéressante qu'une punition quand on est malade. En particulier, je pense à des professions dans le public où on est au contact du public. C'est-à-dire qu'une institutrice, pour ne pas se prendre ou un professeur, pour ne pas avoir ces 3 jours de carence, eh bien, il va aller malade, avec une maladie contagieuse qui va aller refiler aux élèves qu'il va croiser. Je pense aussi aux gens dans la fonction publique hospitalière. C'est-à-dire qu'une aide-soignante ou une infirmière qui touche déjà pas beaucoup, si en plus on leur dit quand elles sont malades ou quand ils sont malades, qu'on leur dit oui, vous allez avoir 3 jours de carence, ils vont venir quand même malades, auprès de malades. C'est-à-dire, voilà, auprès de gens fragilisés qui sont hospitalisés, on viendra quand même parce que oui, on ne peut pas se permettre d'avoir 3 jours en moins. Donc je pense que c'est une très mauvaise idée et je crois qu'il faudrait faire plutôt la chasse aux arrêts de travail qui ne sont pas justifiés, c'est-à-dire augmenter le nombre de visites de contrôle et peut-être voilà, faire une prime à l'assiduité des gens qui sont absents plus d'1 mois dans l'année. Alors évidemment, quand c'est des maladies graves, ça peut se comprendre, mais bon, quand c'est à chaque fois que c'est un rhume, que c'est une gastro, puis que ça se reproduit 10 fois dans l'année et qu'on arrive à 35 ou 40 jours d'absence dans l'année, eh bien, effectivement, il pourrait y avoir, pas forcément un malus, mais une prime que ces gens n'aient pas. Mais je ne pense pas que ce soit une excellente idée d'établir 3 jours de carence pour les fonctionnaires, de supprimer de nouveau un jour férié. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on dirait qu'ils rivalisent d'ingéniosité pour essayer de matraquer les Français au portefeuille fiscalement. Tout ça pourquoi ? Pour continuer à alimenter des dépenses publiques faramineuses, alors que c'est justement dans ces dépenses publiques qu'il faudrait tailler avant d'essayer de voler encore plus d'argent aux Français. Alors j'en terminerai avec les élections américaines et on me demande pourquoi le Parti de la France soutient-il Donald Trump. Un communiqué a été fait, je vais vous renvoyer à ce communiqué, qui explique les 3 principales raisons pour lesquelles le Parti de la France souhaite la victoire de Donald Trump, puisque voilà, c'est une élection étrangère, nous appelons le Parti de la France et non pas le Parti des États-Unis. Et donc, pourquoi le Parti de la France souhaite la victoire de Donald Trump? Premièrement, parce que Donald Trump est non-interventionniste. Non-interventionniste militairement, c'est-à-dire qu'il avait dit qu'il n'y aurait même pas eu la guerre en Ukraine s'il avait été président à ce moment-là, et que donc il fera tout pour mettre fin à la guerre en Ukraine, et je pense que Donald Trump est quelqu'un d'intelligent, et il s'arrangera pour que les 2 parties, qu'il n'y ait aucune des 2 parties qui soit humiliée. Il n'y a rien de pire, on l'a vu pour redéclencher des guerres, que d'humilier l'un des protagonistes au profit de l'autre, et donc ça crée des rancœurs, ça crée des sentiments revanchards, et donc je pense que Donald Trump est assez intelligent, mais il a bien fait comprendre que lui, ce qu'il voulait, c'est la paix en Europe. Donc ce que l'Union européenne a été incapable de faire, puisque l'Union européenne a été à aucun moment puisque l'Union européenne nous vante toujours, l'Europe c'est la paix. L'Europe, c'est la paix. À aucun moment, les institutions européennes n'ont tenté le moindre engagement pour aboutir à un cessez-le-feu, à une solution de paix. Non, bien au contraire, les dirigeants européens n'ont fait que de rajouter de l'huile sur le feu, de demander de plus en plus d'armement sur l'Ukraine, de diaboliser la Russie, plutôt que d'avoir une position on va dire, qui soit une position de sage et qui demande un cessez-le-feu immédiat pour mettre fin à cette boucherie. Et donc Donald Trump, lui,
ne souhaite plus que les États-Unis interviennent, fassent les gendarmes du monde et embrasent le monde plus que ne jouent plutôt le rôle de gendarme, justement. Donc Donald Trump va sûrement user de tout son poids pour le conflit russo-ukrainien et également pour le conflit israélo-palestinien où il recherchera également une certaine stabilité dans cette poudrière qu'est le Proche-Orient. Mais, voilà, c'est la première raison, mais il y a aussi une autre raison qui est que Donald Trump est un défenseur de la liberté d'expression. Et d'ailleurs, Elon Musk ne s'y est pas trompé. Voilà pourquoi il fait partie d'un des soutiens les plus engagés pour l'élection de Donald Trump. On le voit bien, nous, en Europe et en France, à quel point nos dirigeants cherchent à museler la population. Et le fait d'avoir la première puissance mondiale qui soit dirigée par quelqu'un qui est favorable à cette liberté d'expression, eh bien, c'est certain, ce sera un avantage pour avoir des plateformes numériques afin de pouvoir s'exprimer en France ou en Europe. Et enfin, dernier point, Donald Trump adresse un message aux pays occidentaux concernant l'invasion migratoire, la submersion migratoire qui a lieu aussi aux États-Unis. On le voit avec un déferlement de migrants encouragé par les démocrates, encouragé par Joe Biden, encouragé de nouveau par Kamala Harris. Eh bien, le fait que les États-Unis, la première puissance mondiale, est un pays qui se protège contre cette invasion migratoire sera un exemple dont les autres nations occidentales devront s'inspirer. Voilà, eh bien écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à suivre nos activités sur nos différents réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de réponse à vos questions.